Le crépuscule tombe sur le Sahel, et la tension ne se dissipe pas. Ce que beaucoup perçoivent comme un retrait occidental correspond en réalité à un redéploiement stratégique, où les bases changent de place sans disparaître, encerclant discrètement le Burkina Faso. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour les populations? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il au cœur de cette recomposition silencieuse du pouvoir régional? Si ce cercle se resserre, chaque décision sécuritaire, économique et diplomatique du pays pourrait changer de sens en quelques mois. Cette analyse propose une lecture structurée de ce qui se joue réellement derrière les annonces de retrait, les discours de souveraineté et les ajustements d'alliances au Sahel. L'objectif est clair, aider le public à comprendre en 10 à 15 minutes de visionnage comment ces mouvements influencent la sécurité, l'économie et la vie quotidienne au Burkina Faso, aujourd'hui et demain. L'enjeu dépasse un simple bras de fer diplomatique. Il s'agit de mesurer si une rupture affichée avec l'ordre ancien produit une autonomie réelle ou expose le pays à de nouvelles vulnérabilités, moins visibles mais tout aussi contraignantes. Le cas burkinabé sert ici de prisme. Ce qui s'y décide résonne déjà au Mali, au Niger et au-delà, dans une région où chaque choix stratégique crée des effets en chaîne. Au fil de l'analyse, le public pourra distinguer ce qui relève du symbole, de la tactique ou de transformation plus profonde, en s'appuyant uniquement sur les éléments présents dans le récit source. La question centrale demeure. Ce pari de souveraineté redéfinit-il durablement l'équilibre régional ou prépare-t-il un nouveau cycle de tensions plus complexe? En moins de 2 ans, la part des importations burkinabées en provenance des pays occidentaux recule de 15%, tandis que les échanges avec de nouveaux partenaires progressent de 30%. Ce double mouvement ne relève pas d'un simple ajustement commercial. Il signale un basculement stratégique qui redéfinit les marges de manœuvre de l'État. C'est dans cet intervalle précis qu'apparaît Ibrahim Traoré, non comme un symbole isolé, mais comme l'accélérateur visible d'une dynamique plus large. Le contexte est déterminant. Le Sahel traverse une phase où l'instabilité sécuritaire, les opérations militaires étrangères et les héritages coloniaux se superposent. Pendant des années, la présence occidentale, en particulier française, a été présentée comme un rempart contre la violence armée. Pourtant, le récit source souligne un paradoxe. Le retrait annoncé ne signifie pas une disparition, mais un déplacement vers les frontières formant une ceinture de surveillance autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Dans ce cadre, la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré intervient à un moment où la notion de stabilité devient ambiguë. Pour les acteurs occidentaux, elle se confond avec le contrôle et la continuité des dispositifs sécuritaires. Pour une partie de la population burkinabé, elle renvoie au contraire à la capacité de décider sans tutelle extérieure. Cette divergence de définition explique la rapidité avec laquelle les décisions du nouveau pouvoir ont été perçues comme une rupture. Le récit met aussi en lumière une tension souvent sous-estimée. La souveraineté n'est pas seulement militaire, elle touche aux ressources, aux partenariats économiques et à la narration même du rôle du pays dans la région. En ce sens, Ibrahim Traoré cristallise des attentes accumulées depuis des décennies, mais il hérite aussi d'un terrain miné, où chaque choix entraîne des réactions en chaîne, internes comme externes. Ce point éclaire la suite. La question n'est pas seulement de savoir ce qui a changé, mais à quelle vitesse et à quel coût. Pour comprendre les premiers effets de ce virage, le récit se resserre autour de scènes concrètes, loin des communiqués officiels. Dans plusieurs villes du Burkina Faso, la perception du changement ne passe pas par des slogans, mais par des signaux pratiques. Une présence étrangère moins visible, des discours publics recentrés sur l'autonomie et une attente diffuse de résultats tangibles. Le pouvoir n'est plus seulement perçu comme un relais, mais comme un acteur qui prend position. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un personnage guide, non parce qu'il contrôle chaque variable, mais parce qu'il incarne une rupture de ton. Ses premières décisions sont interprétées comme des marqueurs. Expulsion de forces étrangères, réorientation des partenariats, affirmation d'un langage de souveraineté sans détour. Pour une partie de la population, ces gestes fonctionnent comme un signal psychologique fort, celui d'un État qui tente de reprendre la main. Les impacts initiaux restent cependant contrastés. D'un côté,
un sentiment de fierté et de clarté politique s'installe, nourri par l'idée que le pays ne subit plus passivement les choix extérieurs. De l'autre, des inquiétudes émergent liées à la sécurité quotidienne et à la capacité réelle de l'État à combler les vides laissés par le départ de certains acteurs internationaux. Le récit source insiste sur cette ambivalence, souvent absente des lectures simplifiées. Ce décalage entre espoir et incertitude constitue le premier effet mesurable du changement de cap. Il prépare la question centrale. Un symbole fort peut-il à lui seul enclencher une transformation durable des équilibres sécuritaires et économiques ? Avant le basculement, la situation suivait un schéma devenu familier au Sahel. Les forces étrangères occupaient une place centrale dans l'architecture sécuritaire. Les partenariats économiques restaient largement orientés vers l'Occident et les marges de décision nationale étaient contraintes par des accords hérités du passé. Le Burkina Faso avançait dans un cadre balisé où la stabilité était définie de l'extérieur et présentée comme un impératif non négociable. Le déclenchement survient lorsque le nouveau pouvoir affirme que ce cadre n'est plus acceptable. Sous Ibrahim Traoré, la rupture est rapide et lisible. L'expulsion des troupes françaises ne constitue pas un geste isolé, mais le premier acte d'une séquence plus large. Elle est suivie par une remise en question des accords de coopération sécuritaire, puis par une réorientation assumée des alliances diplomatiques. Chaque décision est pensée comme un signal adressé à la fois à la population et aux partenaires internationaux. Le moment clé se situe dans la réaction immédiate de l'environnement extérieur. Les discours occidentaux changent de ton, passant de la coopération à l'inquiétude. Des mises en garde sont formulées, tandis que, dans le même temps, les dispositifs militaires se déplacent vers les frontières du Burkina Faso et des pays voisins. Le récit source décrit cette phase comme une tension silencieuse. Officiellement, les bases ferment. Concrètement, la surveillance se reconfigure. Le pouvoir burkinabé comprend alors que le retrait affiché n'équivaut pas à une disparition de l'influence. À l'intérieur du pays, cette phase correspond à un moment de forte mobilisation symbolique. Les décisions d'Ibrahim Traoré sont largement soutenues par une partie de la population, qui y voit une affirmation de dignité et de contrôle retrouvée. Les rassemblements, les discours publics et les relais médiatiques locaux renforcent l'idée d'un tournant historique. Le récit insiste toutefois sur un point clé. Ce soutien repose autant sur l'émotion que sur l'attente de résultats concrets. Les répliques apparaissent progressivement. Sur le plan économique, certains partenariats sont ralentis ou suspendus, tandis que de nouveaux acteurs, notamment non occidentaux, prennent davantage de place. Sur le plan sécuritaire, le retrait de forces étrangères crée des zones d'incertitude exploitées par des groupes armés dans certaines régions. Le pouvoir doit alors gérer un paradoxe, affirmer la souveraineté tout en faisant face à une pression accrue sur le terrain. Cette succession d'événements transforme la rupture initiale en processus continu. Le récit montre que le pari engagé n'est plus seulement politique, mais structurel. Chaque étape entraîne des conséquences qui s'accumulent, rendant tout retour en arrière de plus en plus coûteux, symboliquement comme matériellement. La question reste suspendue, ce cycle d'action et de réaction consolide-t-il une autonomie durable ou installe-t-il le pays dans une confrontation prolongée aux effets imprévisibles ? Le premier indicateur chiffré concerne la structure des échanges extérieurs. Selon le récit source, en 2024, la part des importations burkinabées en provenance des pays occidentaux recule de 15%. Ce chiffre, pris isolément, pourrait sembler modeste. Il devient significatif lorsqu'il est lu comme un signal de désengagement progressif vis-à-vis de partenaires historiquement dominants et comme la conséquence directe de décisions politiques assumées sous Ibrahim Traoré. Le second indicateur éclaire la trajectoire inverse. Sur la même période, les échanges commerciaux avec des partenaires non occidentaux, notamment la Russie et la Chine, progressent de 30%. Cette hausse ne traduit pas uniquement une substitution commerciale. Elle indique un changement de dépendance où un ancien centre de gravité est remplacé par un autre avec des règles, des attentes et des rapports de force différents. Autrement dit, la souveraineté économique proclamée s'accompagne d'une reconfiguration des interdépendances,
plutôt que d'une disparition de celle-ci. Un troisième chiffre concerne le secteur stratégique des ressources. En 2023, la production d'or du Burkina Faso augmente de 20% à la suite d'une meilleure gestion et de la nationalisation partielle de certaines exploitations ou auparavant contrôlées par des entreprises occidentales. Ce gain est double. D'un côté, il renforce les recettes de l'État et permet de financer des infrastructures internes. De l'autre, il modifie la relation entre le pays et les acteurs internationaux du secteur minier, qui perdent une partie de leur levier historique. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une dynamique cohérente. Ils montrent que la ligne politique portée par Ibrahim Traoré ne se limite pas à des gestes symboliques ou à des discours. Elle se traduit par des variations mesurables dans les flux commerciaux, la gestion des ressources et l'orientation des partenariats. Toutefois, le récit source invite à une lecture prudente. Aucun de ces indicateurs ne garantit, à lui seul, une amélioration durable des conditions de vie ou de la sécurité. La question clé réside dans l'interprétation des écarts. Une baisse des importations occidentales réduit certaines dépendances, mais elle expose aussi le pays à des risques de rupture d'approvisionnement. Une hausse des échanges avec de nouveaux partenaires diversifie les alliances, mais elle peut créer de nouvelles formes de dépendance. Quant à l'augmentation de la production aurifère, elle renforce l'État à court terme, tout en l'obligeant à gérer plus finement les attentes sociales et les tensions locales. Ces preuves quantitatives confirment donc un mouvement réel, mais elles n'en disent pas encore l'issue. Elles posent une interrogation centrale. Ces écarts chiffrés constituent-ils les bases d'une autonomie consolidée ou seulement la phase initiale d'un rééquilibrage encore fragile ? Les critiques de la trajectoire engagée avancent d'abord un argument sécuritaire. Selon eux, la rupture avec les partenaires occidentaux fragilise un dispositif déjà mis sous tension par la montée des groupes armés. Le retrait de forces expérimentées créerait des vides opérationnels que les capacités locales, encore en construction, auraient du mal à combler rapidement. Dans cette lecture, l'affirmation de souveraineté risquerait de se payer par une instabilité accrue, touchant en priorité les zones rurales et les populations les plus exposées. Un second argument porte sur l'isolement international. Les détracteurs estiment que la réorientation vers des partenaires comme la Russie ou la Chine pourrait réduire l'accès du Burkina Faso à certaines institutions financières et à des investissements occidentaux structurants. Cette évolution serait susceptible d'entraîner des pressions diplomatiques, voire des sanctions indirectes, limitant la marge budgétaire de l'État et compliquant la gestion économique à moyen terme. Le pari serait alors jugé risqué dans une région déjà vulnérable. Le récit source apporte toutefois des éléments qui nuancent ces deux positions. Sur le plan sécuritaire, il souligne que la présence occidentale n'a pas empêché la dégradation progressive de la situation au Sahel au cours des années précédentes. La stabilité promise s'est souvent confondue avec une surveillance externalisée sans résolution durable des causes profondes. Dans ce contexte, la stratégie portée par Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme un saut dans l'inconnu que comme une tentative de rompre avec un modèle jugé inefficace. Sur le plan économique, les données évoquées précédemment montrent que la réduction de certaines dépendances s'accompagne d'une diversification réelle des partenariats, l'augmentation des échanges avec de nouveaux acteurs et la reprise de contrôle sur des ressources clés, comme l'or, indiquent que l'isolement n'est pas total, mais reconfiguré. Le récit insiste cependant sur une limite claire. Ces choix déplacent les risques sans les éliminer. Le débat ne se résume donc pas à un affrontement entre prudence et audace, il oppose deux lectures du coût acceptable du changement. La question demeure ouverte, maintenir un équilibre contraint ou assumer une transition incertaine pour redéfinir les règles du jeu. Ce point de bascule ne tient pas à une nouvelle alliance ni à une décision militaire isolée. Il repose sur une relecture fondamentale de ce que signifie tenir le pays. Jusqu'ici, la stabilité était pensée comme la continuité des dispositifs hérités, même lorsqu'ils produisaient peu de résultats visibles. À mi-parcours du récit, une autre logique apparaît. Gouverner consiste désormais à accepter une phase d'instabilité contrôlée pour sortir d'une dépendance structurelle. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette lecture implicite. Le récit source montre que les choix opérés
ne cherche pas à rassurer immédiatement les partenaires extérieurs, mais à redéfinir le centre de gravité des décisions. La souveraineté n'est plus présentée comme l'absence de risque, mais comme la capacité à absorber le choc du changement sans perdre l'initiative politique. Ce glissement explique pourquoi certaines critiques passent à côté du cœur du projet. Elles évaluent les décisions à l'aune d'un ancien référentiel, là où le pouvoir en place en applique un nouveau. La question n'est plus seulement le pays est-il stable, mais qui définit la stabilité et dans quel intérêt. À partir de ce moment, la trajectoire devient plus lisible. Les événements précédents cessent d'apparaître comme une suite de ruptures isolées. Ils s'alignent comme les étapes d'une même tentative. Reprendre la maîtrise du tempo, même au prix d'une zone de turbulence prolongée, les effets de cette trajectoire se manifestent d'abord au niveau de l'État. Pour les institutions nationales, la reprise de contrôle sur certains leviers économiques et sécuritaires renforce la capacité de décision à court terme. La gestion directe de ressources stratégiques et la redéfinition des partenariats offrent une marge budgétaire et politique plus lisible. Cependant, cette autonomie accrue s'accompagne d'une responsabilité renforcée. L'État ne peut plus attribuer ses limites à des contraintes extérieures et chaque échec potentiel pèse directement sur sa crédibilité. Pour le secteur économique et les entreprises, les conséquences sont plus contrastées. D'un côté, les acteurs locaux bénéficient d'un environnement où les priorités nationales sont mises en avant. La montée en puissance d'entreprises burkinabées dans la construction, l'agriculture ou les services traduit une redistribution partielle des opportunités. De l'autre, certaines entreprises dépendantes de chaînes d'approvisionnement internationales ressentent les effets des réajustements diplomatiques avec des délais, des coûts accrus ou des incertitudes sur l'accès au marché extérieur. Les citoyens ordinaires perçoivent ces changements de manière plus immédiate. Pour une partie de la population, le discours de souveraineté porté par Ibrahim Traoré se traduit par un sentiment de dignité retrouvée et par l'espoir d'un avenir moins dépendant. Les politiques de soutien à l'agriculture locale et à l'emploi des jeunes renforcent cette perception. En parallèle, l'insécurité persistante dans certaines régions rappelle que la transformation structurelle ne se traduit pas instantanément par une amélioration du quotidien. L'adhésion populaire reste donc conditionnée à des résultats tangibles sur la durée. À l'échelle régionale, enfin, le Burkina Faso devient un point de référence. Les pays voisins observent les effets de cette stratégie avec attention. Certains y voient une source d'inspiration pour redéfinir leurs propres relations avec les puissances extérieures. D'autres redoutent un effet de contagion susceptible de perturber des équilibres déjà fragiles. Dans ce contexte, les choix opérés à Ouagadougou dépassent le cadre national et participent à une recomposition plus large du Sahel. Ces 4 niveaux de conséquences montrent que le pari engagé ne produit pas un résultat uniforme. Il redistribue les coûts et les bénéfices selon les acteurs, les territoires et les horizons temporels. La question qui s'impose devient alors plus précise. Qui peut absorber cette transition et sur combien de temps sans que les tensions cumulées ne dépassent la capacité d'adaptation du pays? Dans un premier scénario, la trajectoire actuelle se poursuit sans rupture majeure. Les partenariats non occidentaux continuent de s'approfondir, tandis que les relations avec les acteurs traditionnels restent distantes mais fonctionnelles. Les réformes économiques engagées produisent des effets progressifs, sans accélération spectaculaire. Sur le plan sécuritaire, la pression demeure inégale selon les régions, avec des avancées ponctuelles et des zones toujours fragiles. Dans cette hypothèse, le pays consolide ses acquis tout en acceptant un rythme de transformation lent où chaque gain reste exposé à des chocs externes. Dans une hypothèse plus favorable, le scénario optimiste repose sur une convergence favorable. Les nouvelles alliances se traduisent par des investissements plus visibles dans les infrastructures et l'énergie, renforçant la capacité de l'État à agir. Les politiques de souveraineté économique génèrent un cercle vertueux, davantage de production locale, plus d'emplois et une confiance accrue des acteurs internes. Sur le front sécuritaire, une meilleure coordination régionale limite l'expansion des groupes armés. Dans ce cas,
La ligne portée par Ibrahim Traoré gagne en légitimité internationale, non par adhésion idéologique, mais par la preuve de résultats concrets et mesurables. A l'inverse, dans une hypothèse plus défavorable, le scénario pessimiste s'articule autour d'un cumul de contraintes. Un durcissement des pressions diplomatiques et économiques réduit l'accès à certains marchés et financements. Les tensions sécuritaires s'intensifient dans des zones clés, mobilisant des ressources au détriment des politiques sociales et productives. La transition devient alors plus coûteuse que prévu, et l'adhésion populaire s'érode si les bénéfices tardent à se matérialiser. Le risque n'est pas un effondrement immédiat, mais une usure progressive de la capacité de l'État à tenir plusieurs fronts simultanément. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres conditionnels. Leur réalisation dépend de facteurs imbriqués, gestion interne, environnement régional et réaction des partenaires extérieurs. Une recommandation de lecture s'impose. Évaluer chaque évolution non comme un signal isolé, mais comme une pièce d'un enchaînement. Si une variable se dégrade, l'ensemble du scénario bascule. A l'inverse, un succès ciblé peut rééquilibrer la trajectoire plus largement qu'il n'y paraît. Pour le public qui observe cette trajectoire depuis l'extérieur, l'enjeu ne se limite pas à un cas national. Il touche à une question plus large. Comment des choix politiques radicaux se traduisent-ils, concrètement, dans la vie des sociétés confrontées à des contraintes multiples ? Le Burkina Faso devient ainsi un terrain d'observation, où les effets des décisions souveraines apparaissent sans filtre, avec leurs bénéfices et leurs coûts. Pour les citoyens burkinabés, la transformation se joue à plusieurs niveaux. À court terme, certains ressentent une plus grande cohérence entre le discours officiel et les orientations prises. Cette lisibilité politique peut renforcer la confiance, même lorsque les résultats matériels tardent. À moyen terme, toutefois, l'adhésion dépend de la capacité de l'État à améliorer des aspects très concrets, accès à l'emploi, stabilité des prix, sécurité locale. Sans avancée perceptible sur ces fronts, le récit de souveraineté risque de perdre de sa force mobilisatrice. Pour les acteurs économiques et sociaux, la période actuelle impose une adaptation rapide. Les entrepreneurs locaux sont incités à occuper des espaces laissés vacants par le retrait de certains partenaires étrangers, tandis que les organisations communautaires doivent composer avec un État plus présent, mais aussi plus exigeant. Cette reconfiguration crée des opportunités, mais elle accroît également la pression sur des structures parfois fragiles. Enfin, pour les observateurs régionaux et internationaux, le cas burkinabé sert de test. Il invite à dépasser les lectures simplistes qui opposent indépendance et stabilité comme deux notions incompatibles. Le message implicite est plus nuancé. L'autonomie se construit dans un contexte de contraintes réelles, et son succès dépend moins de la rupture initiale que de la gestion patiente de ses conséquences. À ce stade, une interrogation demeure ouverte pour le public. Jusqu'où une société peut-elle accepter l'incertitude du changement avant d'exiger des résultats immédiats et mesurables ? À ce stade, le récit source permet d'identifier une logique d'action en plusieurs étapes, même si elle n'est jamais formulée comme un plan officiel. Le premier levier concerne la sécurité. Le pouvoir cherche à renforcer les capacités locales en misant sur la formation, l'équipement et une meilleure appropriation du terrain. L'objectif implicite n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive de la dépendance opérationnelle vis-à-vis d'acteurs extérieurs. Le deuxième levier touche à l'économie souveraine. La reprise de contrôle sur des ressources stratégiques, comme l'or, s'accompagne d'une volonté de réorienter les revenus vers des projets internes, infrastructures, énergie et services essentiels. Sous Ibrahim Traoré, cette étape vise à créer un lien plus direct entre ressources nationales et bénéfices sociaux, afin de rendre la souveraineté visible dans le quotidien. Un troisième axe concerne les alliances et la diplomatie. Le récit montre une diversification assumée des partenaires avec une logique simple, réduire la vulnérabilité liée à un nombre limité d'interlocuteurs dominants. Cette approche n'élimine pas les pressions internationales, mais elle élargit l'espace de négociation et de manœuvre. Enfin, un levier souvent sous-estimé apparaît, la gestion des attentes internes. La transition engagée suppose un discours de vérité sur les coûts, les délais et les compromis nécessaires. Sans cette pédagogie,
le soutien populaire risque de s'éroder avant que les bénéfices structurels ne se matérialisent. Cette feuille de route reste conditionnelle. Chaque étape dépend de la capacité de l'État à mesurer ses progrès, à corriger ses erreurs et à maintenir une cohérence d'ensemble. La question centrale devient alors pratique plutôt qu'idéologique. Ces leviers peuvent-ils être actionnés simultanément sans que l'un ne fragilise les autres ? Le récit revient à une image simple, déjà esquissée plus tôt, celle d'un pays qui tente de marcher sans appui extérieur visible sur un terrain instable. Ce motif traverse l'ensemble de la trajectoire observée. Il ne s'agit pas d'un élan romantique, ni d'un rejet du monde, mais d'une volonté de tenir debout malgré les contraintes accumulées. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un sauveur, ni comme un simple chef militaire, mais comme le visage d'un moment de bascule collectif. Ce qui marque au fil des événements n'est pas seulement la succession de décisions, mais la cohérence du récit qu'elles produisent. Chaque geste renvoie à la même idée, reprendre la maîtrise du rythme, même lorsque les conditions sont défavorables. Cette constance explique pourquoi la figure d'Ibrahim Traoré suscite à la fois espoir et inquiétude, admiration et prudence. Elle incarne une tension plus large, partagée par de nombreuses sociétés confrontées à des héritages lourds. Le motif initial du crépuscule prend alors un sens différent. La nuit n'annonce pas uniquement le danger, mais aussi la fin d'un cycle ancien. Reste à savoir si l'aube qui suivra éclairera un chemin plus stable, ou si l'obscurité s'étirera encore, exigeant des choix toujours plus coûteux. À l'issue de ce parcours, le cas du Burkina Faso dépasse le cadre d'un débat géopolitique classique. Il renvoie à une interrogation plus universelle sur la manière dont les sociétés redéfinissent leur place lorsqu'elles contestent des équilibres établis depuis longtemps. Ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une affaire de dirigeants ou d'alliances, mais une expérience collective dont les effets se diffusent bien au-delà des frontières nationales. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher entre adhésion ou rejet. Il consiste plutôt à observer avec attention comment une promesse de souveraineté se confronte aux réalités du temps long, des contraintes économiques et des pressions sécuritaires. Chaque étape apporte des enseignements, parfois contradictoires, sur ce que signifie réellement choisir sa voie dans un environnement contraint. La discussion reste ouverte. Certains verront dans cette trajectoire un modèle à suivre, d'autres un avertissement sur les coûts du changement rapide. Entre ces deux lectures, il existe un espace de réflexion commun, nourri par les faits, les rythmes et les conséquences concrètes. La question finale mérite d'être posée calmement. À quelles conditions une rupture politique peut-elle se transformer, non en isolement, mais en capacité durable à décider par soi-même ?